Alors Lola Cindric est doctorante en anthropologie sociale et ethnologie à l'École des hautes études en sciences sociales. Sa recherche vise à étudier les évolutions dans la pratique de l'artisanat de la marqueterie de pierre, de manière comparative entre Florence et Agra. Alors vous allez essentiellement conduire cette recherche dans la période du 19e, 20e siècle, mais comme vous le notez, cette comparaison en fait plonge ses racines bien avant dans la tradition humaniste, et que dès le XVIe siècle, la Florence des Médicis et l'Agra moghole, les circulations se font jour, ce qui montre la densité temporelle que ces circulations portent avec elles. Et donc, nous écoutons parler d'appropriation, reproduction ou imitation dans la création artisanale, et en particulier dans le cas de la marqueterie de pierre entre l'Inde et l'Italie, 19e, 21e siècle. Et donc, vous nous porterez jusqu'au moment contemporain, dans une sorte de longueur de temps qui caractérise bien cette tradition. Merci. Tâché. Merci, Monsieur Caille. Bonjour à toutes et à tous, et aussi à vous qui êtes en ligne. Je suis ravie d'être ici, pouvoir vous présenter pour la première fois une partie de mon travail. Merci beaucoup à toutes les organisatrices qui ont permis ma participation et ma venue aussi possible aujourd'hui. Ma recherche est donc une étude comparative de l'artisanat de la marqueterie de pierre, une étude de sa production par le passé, surtout actuellement, entre ces deux foyers de production principaux que sont Florence en Italie et Agra en Inde. Ma présentation aujourd'hui proposera de vous montrer quels échanges ont eu lieu entre ces deux pôles et de partager avec vous les questions qui s'offrent à moi par rapport au processus d'appropriation, de reproduction, d'imitation, de copie dans la création artisanale à partir des exemples que j'observe sur mon terrain du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. La marqueterie de pierre est une technique donc d'assemblage de sections de pierre polychromes où chaque pièce a sa forme propre, à la différence de la mosaïque. Les couleurs de pierre sont exploitées pour rendre des compositions abstraites ou figuratives qui sont créées à partir d'un dessin où chaque section est définie. Les pièces sont ensuite choisies, découpées, ajustées entre elles, idéalement jusqu'à obtenir un joint qui est imperceptible, et assemblées pour former un panneau dont la surface sera polie. Donc il faut vous imaginer des panneaux qui sont plans et ensuite appliqués à différents supports architecturaux ou mobiliers. Donc pour vous donner une idée, vous voyez à l'écran un plateau de table qui a été réalisé à Florence et au-dessus la peinture qui a servi de modèle à sa réalisation et de détail sur la droite. Donc c'est un processus de fabrication qui est excessivement long, qui peut occuper plusieurs artisans pendant plusieurs mois, voire plusieurs années sur un même objet. Et de fait, ce sont aussi des objets, en raison des matériaux employés aussi, qui coûtent excessivement cher. Cette technique, elle a été pratiquée principalement de manière assez circonscrite à ces deux villes. En Italie, elle s'est presque limitée à Florence, où elle a été développée grâce au mécénat de la famille des Médicis. C'est Ferdinand Ier de Médicis qui, en 1588, prend l'initiative d'ouvrir un atelier dédié au travail des pierres dures dans la manufacture ducale. À partir de là, des moyens presque illimités, en tout cas quand même relativement colossaux, sont mis au service de cet art qui sert les dessins de rayonnement politique de la famille des Médicis. Et cette manufacture, elle occupe le monopole total sur cet artisanat. La production florentine en marqueterie de pierre, qu'on appelle en italien le commesso fiorentino, ou mosaico fiorentino, se caractérise de manière très générale par des représentations figuratives avec un répertoire iconographique qui tourne beaucoup autour des fleurs, des animaux, des paysages. Les matériaux employés, ce sont beaucoup de pierres locales, toscanes,
Mais la famille des Médicis prend aussi l'initiative d'envoyer des agents au-delà de ses frontières pour aller chercher d'autres pierres en Corse, en Sicile, en Bohême, et même jusqu'aux Indes orientales, dans le sous-continent indien actuel. Ce qui fait que cette manufacture, elle se constitue un fonds de matériaux qui encore aujourd'hui est unique par sa richesse et sa diversité, et qui se constitue principalement de pierres dites dures. Donc on distingue deux principales catégories de pierres, les pierres dites dures qui correspondraient plutôt aux familles des agates, jaspes, chalcédoine par exemple, et les pierres tendres, plutôt les marbres, les brèches ou certaines pierres locales autour de Florence, pour vous donner que quelques exemples. La distinction entre ces deux catégories, elle est discutée, discutable, mais donc je vous épargne les détails, mais en tout cas c'est une question qui a son importance, et vous comprendrez pourquoi un petit peu plus tard. Donc pierres tendres ou pierres dures, en tout cas, elles ont toutes été utilisées pour servir les exigences de la manufacture. Et à Florence, ces motifs de couleur ont été insérés le plus souvent sur un fond en marbre noir de Belgique, qui est un marbre d'un noir parfaitement uniforme et profond. Et ce type de composition sur fond noir, dont vous voyez un exemple à l'écran, va devenir un schéma assez classique de la marqueterie florentine. L'exigence de la figuration a été un moteur dans l'amélioration de cette technique et dans la quête d'un réalisme toujours plus saisissant qui sera atteint en particulier à partir de l'époque où la famille des Habsbourg-Lorraine prend la succession de la famille des Médicis à la tête du Grand-Duché de Toscane autour de 1737. Et donc vous voyez un exemple qui est beaucoup plus tardif, mais pour vous donner une idée de ce que ça a pu donner. Donc l'activité de cette manufacture, elle va se poursuivre tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle, et l'établissement va finir par être reconverti en musée et en Institut national de conservation-restauration des biens culturels, qui est un rôle qu'il occupe toujours aujourd'hui sous le nom d'Opificio delle Pietre. Je passe très très rapidement donc, sur l'histoire de cette manufacture, mais évidemment elle a eu un rôle déterminant et fondamental dans l'histoire de cet artisanat. Du côté du sous-continent indien, la marqueterie de pierre est spécifiquement liée à l'Empire moghol, durant lequel elle a été employée presque exclusivement dans un cadre architectural. On a observé des formes d'assemblage de pierres polychromes dès le règne de Humayun, mais c'est surtout sous celui de Shah Jahan, dans le deuxième quart du XVIIe siècle, que la marqueterie atteint sa forme la plus aboutie. Elle est alors utilisée comme élément décoratif de bâtiments, en intérieur comme en extérieur, pour des calligraphies monochromes, mais aussi pour des décors polychromes dans un registre végétal, floral, qui va devenir caractéristique de cette production moghole. Et c'est notamment le cas du très célèbre Taj Mahal, le mausolée de l'épouse de l'empereur à Agra, que vous voyez à droite sur l'écran. Dans ces décors, on retrouve des pierres dures et ou semi-précieuses qui sont obtenues localement, mais qui viennent aussi d'autres régions alentours. Et elles sont incrustées dans un bloc monolithe de marbre blanc, ce que traduit bien le nom qui est utilisé en hindi, en ourdou, de parchinkari ou pachikari, qui est un terme issu du persan traduit comme travail d'incrustation. Et il s'agit bien plus d'un travail d'incrustation que d'assemblage, ce qui est un peu différent de la technique florentine. Après le règne de Shah Jahan, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, la pratique de cet artisanat décline, et on le retrouve surtout beaucoup plus tard dans les sources de l'époque coloniale, dans les années 1830-40. Et puis, elle se poursuivra à partir de là, tout au long du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Alors, entre ces deux foyers, entre Florence et Agra, il y a eu des contacts. Le principal témoin d'un possible contact entre la cour des Médicis et celle des Moghols, spécifiquement par rapport à cette technique en tout cas, est encore visible aujourd'hui. C'est le mur qui figure derrière le trône d'un bâtiment qui fait partie du fort rouge de Delhi. Ce bâtiment, c'est le Divaniyam, le hall des audiences publiques, qui date du règne de Shah Jahan, où l'empereur recevait ses sujets dans le cadre d'audiences.
Derrière ce trône en marbre blanc que vous voyez donc à gauche, sont enchâssés plus de 300 panneaux en marqueterie de pierre, des panneaux rectangulaires de petites dimensions, à fond noir, et qui sont majoritairement considérés de facture florentine, aussi pour un petit panneau que vous voyez probablement pas très bien, au centre tout en haut, qui représente Orphée. Donc il y a débat à leur sujet, on ne sait pas vraiment quand ces panneaux sont arrivés et ont été ajoutés à ce mur, ni quels artisans les ont fabriqués. Toujours est-il qu'à partir de ce mur, qui détonne complètement par rapport au reste du programme iconographique de l'architecture à cette époque, est né tout un débat qui a émergé surtout sous la plume d'agents coloniaux au XIXe siècle, qui mettent beaucoup en comparaison ces deux productions de Florence et d'Agra, et qui a été poursuivi notamment jusqu'aux années 1980, où des historiens de l'art spécialistes de l'architecture moghole s'y sont intéressés. Ce débat, il consiste à se demander si, en même temps que ces panneaux considérés comme florentins, la technique de la marqueterie de pierre n'aurait pas été transmise depuis Florence à la cour moghole. Ou bien si cette technique se serait développée de manière simultanée mais indépendante entre ces deux foyers. En réalité, jusqu'à aujourd'hui, aucune preuve tangible ne nous confirme l'une ou l'autre hypothèse, quoique des travaux très récents, publiés l'année dernière, montrent qu'un voyageur florentin qui était en lien avec la cour des Médicis aurait apporté des marqueteries florentines produites par la manufacture des Médicis, et peut-être des dessins aussi, à Goa dans les années 1620. Le seul contact direct qui est pour l'heure attesté entre artisans indiens et italiens a lieu beaucoup plus tard, entre 1905 et 1910, lorsque l'administration britannique en Inde recrute un marketeur florentin pour la restauration de ces mêmes panneaux du Divaniam à Delhi, qui avaient été pillés, endommagés par des soldats et officiers britanniques, principalement pendant la révolte de 1857. Ce marketeur florentin, il passe quelques années à Delhi à procéder et à superviser cette restauration en collaboration avec des artisans locaux, en apportant son matériel et avec ses méthodes de travail. Donc j'ai pas le temps malheureusement de vous les exposer, mais ce sont des méthodes de travail entre Agra et Florence qui sont assez différentes. Pour autant, malgré ce contact direct entre artisans, a priori, l'interaction entre ce marketeur florentin et ses pairs en Inde n'a pas donné lieu à un transfert de technique, ou du moins pas qu'on ne sache. Voilà très rapidement pour l'histoire de cette technique dans ces deux foyers, des contacts entre eux. Je vous propose maintenant de nous intéresser d'un peu plus près à cette question des emprunts et des appropriations dans cet artisanat. À Florence, le XIXe siècle est une période difficile pour la manufacture. Elle va rencontrer un certain nombre de difficultés, en particulier avec l'avènement de la République italienne dans les années 1860. Sa légitimité, ses coûts de production vont être contestés. Et en 1825, le monopole que détenait la manufacture sur cette technique est officiellement levé, ce qui va marquer un tournant décisif, puisque à partir de là, des anciens employés de la manufacture ouvrent leurs propres ateliers qu'on appelle les botteghe. Et donc on se retrouve avec à Florence d'un côté la manufacture qui poursuit son activité, et de l'autre ces botteghe qui vont devenir ses concurrents. Étant indépendants et donc pas financés par des mécènes, la première préoccupation de ces ateliers privés est de subvenir aux besoins de leur activité, ce qui va impliquer un certain nombre d'innovations du point de vue du dessin, des matériaux, de la technique, et plus largement des activités au sein de l'atelier. Notamment, ces ateliers s'orientent vers l'usage de matériaux plus tendres, plus faciles et plus rapides à travailler, pour tenter de diminuer les temps de production. Ils revoient aussi la typologie d'objets qu'ils produisent et qu'ils mettent en vente en fabriquant des objets plus petits, plus facilement transportables, moins ambitieux et moins coûteux que les objets d'envergure habituellement produits par la manufacture. En observant ces objets, on s'aperçoit que pour une partie de leur production, les artisans ont repris
les dessins réalisés par la manufacture, souvent en les simplifiant. Là, je vous montre un exemple d'un coffret qui reprend des panneaux imitant les productions de la manufacture. Ce coffret, il est difficile à dater, c'est toujours difficile de dater les marqueteries de pierre, mais il a été très probablement produit par un de ces ateliers privés à un moment au cours du 19e. Et à droite, vous voyez une marqueterie qui est conservée au musée de l'Opificio, et on voit bien, peut-être pas très bien sur cette photo, mais en tout cas, comment les mêmes motifs sont repris, mais rendus avec des pierres qui sont différentes. Ces ateliers, ces botteg, ils s'inspirent donc de l'existant, de ce qu'a déjà fait la manufacture, et puis finiront par développer leur propre style, notamment dans le registre floral, toujours en reprenant le schéma devenu classique d'éléments figuratifs sur fond noir, mais qu'ils adaptent à leurs matériaux et leurs exigences techniques. Et là, vous voyez un exemple des années 1880. Ici, vous voyez un autre exemple d'un plateau de table qui est exposé parmi les objets vendus par un atelier sur une photo qui est prise en 1955. Table qui est en bas à gauche de cette photo, qui est vraisemblablement une copie, ou du moins très inspirée, d'une table produite par la manufacture et qui est aujourd'hui conservée au musée d'histoire de l'art de Vienne. Et aujourd'hui, on observe la même chose, c'est-à-dire qu'une partie de la production des ateliers actuels correspond à une reproduction, voire même clairement de la copie de panneaux de la manufacture. Et là, vous voyez un exemple qui date de 2019 dans un atelier en activité à Florence, où le modèle a été directement repris depuis le catalogue du musée de l'Opificio, et à droite, le panneau qui a été réalisé à partir de ce modèle. Et puis les ateliers ont aussi leur production propre, qui donc reprend du classique, comme vous voyez sur la deuxième colonne en partant de gauche, mais qui s'en affranchit aussi. Et là, vous avez un exemple d'un des ateliers leaders du réseau florentin actuel. Du côté d'Agra, au XIXe siècle, on observe un détachement du support architectural et, comme à Florence, la production désormais d'objets mobiliers transportables. Vous pouvez voir à l'écran un échantillon d'objets en marqueterie qui ont été envoyés à l'exposition de Vienne en 1873 et qui reprennent très fidèlement des motifs de l'époque moghole qui sont appliqués, adaptés à de nouveaux supports, et précisément ce motif qui est repris du portail qui encerne les cénotaphes de Shah Jahan et de son épouse au Taj Mahal. Il semblerait que cette production en Inde au XIXe ait été médiatisée par les Britanniques, dans le sens où certains agents coloniaux ou bien certains Britanniques qui étaient en voyage en Inde ont joué un rôle d'intermédiaire entre les artisans d'Agra et la commercialisation de leurs objets en Europe, ou en tout cas en Grande-Bretagne. On sait que certains dessins qui représentaient les décors des bâtiments moghols, des dessins souvent commandités par les Britanniques, qui sont souvent désignés par le terme de company paintings, ont été utilisés par les artisans d'Agra pour produire des objets commandés par des Britanniques. Mais on sait aussi que ces dessins ont circulé jusqu'en Grande-Bretagne, où ils auraient servi de modèle pour fabriquer des objets par des ateliers en marqueterie qui ont existé dans le Derbyshire, au nord de l'Angleterre, qui est une industrie qui a été en activité seulement tout au long du XIXe siècle. Et un de ces marketeurs rapporte en 1850 que des décors en marqueterie de pierre qui se situent à l'intérieur du Taj Mahal ont été, je cite exactement, copiés. Et il donne ensuite l'exemple avec cette gravure d'un plateau d'échecs qui a été donc décoré de ce motif, exécuté dans les années 1840 pour une certaine Mrs. Rothschild, elle-même copiée à partir d'une table exécutée à Agra pour Lady Bentinck, qui était l'épouse d'un officier anglais, table qui était elle-même un facsimilé des décors du Taj Mahal. Donc cet exemple, il montre bien toute la chaîne des emprunts qui ont présidé à une partie de la production, et comment la production d'Agra, via les circulations qui ont lieu
entre l'Angleterre et entre l'Inde, qui est sa colonie à l'époque, rebondit sur l'activité des marketeurs anglais. Ce type de cas permet de s'interroger notamment sur les politiques coloniales à destination des artisanats, autant que sur les interactions plus informelles qui ont pu exister entre commanditaires et artisans dans le cadre de ce rapport de domination coloniale. Mais à cette époque, les Britanniques connaissent aussi très bien la production florentine et se placent parmi les premiers clients des botteghe florentines, Florence étant une des destinations phares du Grand Tour déjà depuis le XVIIe siècle. Donc les Britanniques ont vraiment été, pour le XIXe siècle, les acteurs du rapport qui s'installe entre ces deux foyers. Comme à Florence, en parallèle de ces copies de marqueterie moghole, au cours du XIXe siècle, les ateliers ont fini par développer leur propre style qui est assez identifiable et qui reste inspiré par le modèle de l'époque moghole. Et aujourd'hui, une partie de la production des ateliers d'Agra reprend toujours ces motifs classiques de l'ère moghole. Vous voyez un exemple à droite pris depuis un site de vente en ligne où on retrouve un autre motif de ce même portail qui enseigne les cénotaphes au Taj Mahal qu'on a vu tout à l'heure, mais qui est repris en nacre et en lapis lazuli, donc dans d'autres matériaux. Et puis les ateliers ont fini par développer aussi leur propre style qui reprend certaines formes des marqueteries mogholes, mais qui s'en affranchit également. Donc cette production qui apparaît au XIXe, elle se distingue assez nettement des productions antérieures en termes typologiques, en termes de matériaux employés et parfois de procédés de fabrication. Mais elle s'appuie toujours sur le répertoire iconographique établi par la manufacture en reprenant, en copiant, imitant ses motifs et ses dessins. Pour Florence, ces empreintes engagent dans ce cas un rapport avec une altérité qui n'est que temporelle. Les ateliers empruntent et s'approprient des motifs issus d'objets et de monuments qui sont constitués ou qui sont en train d'être constitués en patrimoine local. Donc la légitimité de ces ateliers vis-à-vis de ce type de pratique est assurée par une continuité avec ces dynasties antérieures sur ce même territoire, une continuité qui est plus ou moins créée, ou en tout cas socialement construite. Pour Agra, on pourrait dire que c'est un peu la même chose et en même temps c'est un peu différent puisque la situation politique à cette époque induit quand même une dépossession du patrimoine moghol par les Britanniques. Cet éventail d'objets au XIXe siècle, il correspond à Agra comme à Florence à une tentative pour répondre à l'apparition d'une nouvelle clientèle bourgeoise qui arrive avec les flux touristiques qui s'intensifient, une clientèle qui peut être mobile et qui est de toute évidence moins fortunée que les dynasties antérieures. Ce tourisme, il est construit évidemment en lien avec le patrimoine bâti et mobilier. Je vous renvoie, au moins pour le cas de Florence, à l'ouvrage de l'historienne Anna Pellegrino qui montre comment l'image de la ville de Florence a été progressivement construite comme celle d'une ville d'art et d'histoire, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc c'est là où la production et la création artistique, artisanale, entrent en résonance avec les dynamiques touristiques et patrimoniales de la ville, que ce soit à Agra ou à Florence. Il y a une forme de réciprocité qui s'engage entre les ateliers artisanaux, ou de moins ceux que j'étudie dans le cadre de la marqueterie de pierre, et la ville en tant que destination touristique. On peut se demander dans quelle mesure la production et la créativité des ateliers sont conditionnées par la demande que créent ces processus de patrimonialisation et de mise en tourisme de la ville, et quelles sont les réponses qu'y apportent les ateliers. C'est vraiment à partir de cette époque que la marqueterie de pierre, qui avait été initiée et pratiquée jusqu'ici exclusivement dans le cadre de manufactures liées à une cour, doit se soumettre à la nécessité de produire des marchandises. Et on observe donc ce passage d'un artisanat de prestige à ce qui est qualifié, notamment dans la littérature anthropologique, de tourist art. Et ce glissement vers un tourist art aboutit à la situation qu'on retrouve aujourd'hui.
Donc on a vu ces processus d'imitation ou d'emprunt qu'on pourrait qualifier d'endogènes dans le cadre d'une première échelle circonscrite à des emprunts au patrimoine local. Mais on observe un autre processus aujourd'hui en Inde, c'est que tout un pan de la production est vendu comme, je cite, de style italien. Cette expression de style italien, elle est parfois explicitée par les ateliers ou les revendeurs pour qualifier les objets qui sont vendus, parfois non. Il est difficile de déterminer depuis quand exactement ce type de production existe, et je pense que ça pourra être déterminé que par les récits que pourront m'en donner les artisans dès que je pourrai faire mon travail de terrain en Inde. En tout cas, on peut dire là qu'on est face à un emprunt au vocabulaire iconographique florentin qui pourrait traduire, qui traduit ce qu'on pourrait appeler plutôt une imitation ou un emprunt exogène, c'est-à-dire que les artisans sortent du répertoire de la production moghole ou, si on peut dire, post-moghole, et vont chercher des motifs ou littéralement copier des objets qui sont produits à Florence, ce qui cette fois engage un rapport avec une altérité qui n'est plus que temporelle, mais entre guillemets culturelle ou moins géographique, et qui crée une concurrence entre ces deux foyers à l'heure actuelle. Vous voyez à l'écran un exemple qu'on a vu au début de la présentation d'un plateau de table donc, qui a été produit par la manufacture des Médicis. Ce plateau, il a été copié par une bottega florentine qui n'est pas identifiée, probablement au cours du XIXe siècle ou peut-être au début du XXe. Et on la retrouve aujourd'hui produite par un atelier indien et mise en vente en ligne. Cet exemple, il montre au moins une deuxième échelle de circulation, en tout cas au moins pour le répertoire iconographique, une échelle internationale entre deux types de production, avec une appropriation unilatérale depuis Agra vers Florence. L'observation de tous ces éléments m'amène à me poser un certain nombre de questions, à commencer par celle de la terminologie. Doit-on parler d'influence, d'imitation, de copie, de reproduction, d'emprunt, d'appropriation? Où se place la limite entre ces différentes notions qui ont toutes donné lieu à une littérature assez prolifique dans différents champs et que, pour être honnête, je suis à peine en train de sonder. Mais aussi, comment analyser ce recours à la copie, l'imitation, la reproduction? Est-il toujours inhérent aux pratiques artisanales en général? Est-ce que ce recours à l'existant doit être nécessairement lu comme une absence de créativité? Ou bien comment peut-il au contraire alimenter la création? Et je vous renvoie à une série d'auteurs qui défendent l'imitation comme une pratique à part entière, constitutive du travail artisanal, entre autres parce qu'elle a vocation à créer un répertoire. Ces auteurs invitent à penser au-delà de la dichotomie entre imitation et création, ce qui correspond d'ailleurs à ce qu'on observe sur le terrain, c'est-à-dire que ces ateliers proposent à la vente toute une gamme de produits qui correspond en réalité à un continuum qui va de la copie, l'imitation, du classique, qui est voué à la production, qui est voué à des objets commerciaux qui assurent des ventes stables, qui s'appuient sur les flux touristiques et le patrimoine local, vers un style qui en est dérivé, mais qui n'en est plus une copie stricte, et à parfois, pour les ateliers les plus prospères, des créations innovantes. S'approprier des motifs classiques en interne dans les foyers dans les frontières de son propre foyer de production, est-ce que cela revient à chercher à produire une filiation, se placer comme des héritiers qui perpétuent ce qui est dès lors constitué en tradition, en patrimoine, s'approprier un passé qui est posé comme sien, s'approprier les motifs de la production moghole, comme l'ont fait certains commanditaires britanniques, révèlent des dynamiques de domination sur la production artisanale, et on peut se demander dans quelle mesure cela a pu engendrer un certain type de demande et informer la production qui a suivi, même jusqu'à aujourd'hui. Et s'approprier les motifs de la production florentine par ces ateliers d'Agra traduit-il l'autorité de la production florentine, sa valorisation dans ce secteur de la marqueterie de pierre à l'échelle globale? Est-ce une stratégie de la part des artisans d'Agra pour gagner en visibilité? Parce que
j'ai pas trop le temps de l'aborder, mais l'ensemble de ces productions sont désignées quand elles se retrouvent sur les musées ou le marché de l'art par une catégorie unique qui les englobe, celle de pietra dura, qui est un terme italien, mais utilisé en anglais. Et tout ça a un certain nombre d'implications que j'ai pas le temps d'aborder. Au fond, donc, la question est de savoir de quelle manière est conditionnée la production artisanale, artistique, et quel est le rôle de cette imitation, cette reproduction dans la création artisanale. Quels sont les différents éléments qui peuvent influer sur la production des ateliers, leurs choix techniques, esthétiques, commerciaux. Et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, comment les contacts entre plusieurs types de production par différents moyens peuvent influer sur ces choix. Retracer ces chaînes d'emprunt et d'appropriation, comme j'ai tenté de le faire devant vous aujourd'hui, par le passé et encore aujourd'hui, permet d'observer comment les objets, les motifs, les matériaux et les techniques circulent, par quelle voie, et comment ils sont sélectionnés d'un foyer à l'autre, à quelle fin, et quels en sont les effets, et ainsi nous permettre d'éclairer une partie au moins des dynamiques qui sous-tendent la création artisanale, de mieux appréhender leur diversité, leur complexité, mais aussi d'observer comment se construisent les échanges autant que les frontières entre ces différentes productions. Merci de votre attention. Merci, merci Lola Cindric pour cette présentation extrêmement éclairante, en particulier d'un point de vue méthodologique. Alors, moi, ce qui m'a frappé, c'est que vous avez très bien montré l'évolution socio-économique de la production, ce que vous avez appelé le passage d'un art de prestige à un art plus touristique. Voilà. Et en même temps, j'ai été frappé par la permanence des motifs iconographiques. C'est vraiment un art extrêmement stable, et ça, c'est vraiment frappant. Et puis, vous avez montré combien la question des mystères de la circulation. Et effectivement, les choses ne sont pas évidentes, et cette difficulté à retracer un peu les liens, le manque d'éléments, le manque de témoignages, évidemment, conduit à un questionnement sur les principes mêmes de la circulation. Alors, vous avez particulièrement mis en valeur une question qui me semble importante dans la question de la circulation, c'est celui du tiers terme. Le fait que un acteur qui est plus un acteur économique qu'un acteur artistique, à savoir le public anglais, le public de l'aristocratie et de la gentry anglaise, joue le rôle d'accélérateur en quelque sorte des circulations, sans être lui-même un opérateur, ou qu'il l'est à la marge. Et ça, j'ai trouvé cette démonstration aussi très intéressante. Je vous remercie de cette leçon de méthode. Des questions? Je vous en prie. Bonjour. Je voulais demander s'il n'y avait pas... Oui, bonjour. Merci. S'il n'y avait pas d'archives, ou en tout cas de réflexion faite sur la question des réseaux professionnels. Alors moi, je ne suis pas du tout dans le milieu de l'histoire de l'art, mais je sais qu'il y a certains nombres de concepts qui peuvent aussi être... se dissiper dans différentes sphères géographiques à travers des réseaux professionnels. Alors, est-ce que l'artisanat dans cette configuration peut être considéré comme un cas d'étude? Oui, alors pour aujourd'hui, en tout cas la situation que j'ai pu observer depuis Florence, mais c'est un peu obscur, à vrai dire. J'ai pas pu avoir accès vraiment. Mais je soupçonne, mais c'est pas un regard négatif sur ces pratiques, mais je soupçonne qu'il y ait importation de panneaux, certains de ces panneaux florentins, notamment de panneaux produits à Agra dans le style florentin qui arrivent à Florence aujourd'hui. Mais par quel canal, bon, j'ai ma petite idée, mais j'ai pas pu le vérifier parce qu'on m'a bloqué à ce stade-là.
c'est ce qui est peut-être plus frappant à l'heure actuelle, c'est la question des matériaux qui circulent vraiment à une échelle internationale beaucoup plus facilement qu'avant. Et quelque part, on retrouve... il y a une espèce de... Je ne sais pas si on peut vraiment parler d'homogénéisation, mais en tout cas, on retrouve certains matériaux qui suivent probablement une mode, en tout cas l'idée que s'en font les artisans sur les marqueteries florentines et indiennes. Voilà. Après, par le passé, entre ces deux foyers, je n'ai pas eu connaissance, à part cet intermédiaire, mais qui passe aussi, c'est intéressant, c'est que ça passe par une intervention de restauration du patrimoine. Donc, enfin voilà, via l'administration coloniale. Mais en dehors de ça, pas tant que ça, pas que je sache. Merci beaucoup pour cette intervention qui était vraiment super. J'ai une remarque et une question. Une remarque, c'est très intéressant votre travail sur la terminologie, parce qu'en Iran, on a à peu près on a des questions un peu semblables au XVIIIe, au XIXe siècle, où on a des questions de signature. Négar pourra en témoigner. C'est un gros problème en Iran sur tout ce qui est laque et peinture. On a des signatures de personnes qui vivent pendant 150 à 200 ans. Donc évidemment, ça pose un souci. Et en fait, ces signatures, on se demande à quoi elles se font référence. Est-ce que c'est une tradition qui se poursuit? Est-ce que c'est des faux? Nous, on a vraiment la question du faux qui est fait éventuellement pour les touristes, etc. Donc c'est quelque chose qui entre vraiment en résonance avec votre travail sur la terminologie. Il y a quelques articles sur la question, si ça vous intéresse. Et puis j'ai une question, parce que moi j'ai beaucoup travaillé sur les carreaux Kadjar, donc sur les carreaux iraniens au XIXe siècle, qui de la même manière sont souvent considérés comme des productions touristiques, qui ont été collectées par des Anglais, par des Français au XIXe siècle. Et en général, c'est un peu comme vos carreaux d'Agra, finalement. On considère que c'est des objets touristiques. Et j'ai remarqué, en fait, en me baladant en Iran, que parfois ces carreaux étaient utilisés localement, par exemple dans le grand palais de Téhéran, mais aussi dans des mosquées, etc. Et finalement, on a parfois aussi une appropriation culturelle interne en Iran, à un moment où on travaille sur l'identité, où on réfléchit à l'identité iranienne. On a l'impression que parfois ces carreaux sont aussi utilisés en Iran comme des éléments d'appropriation de sa propre culture et de sa propre identité. Je me demande si on pouvait faire un parallèle là-dessus avec l'Inde et avec votre production, justement. Merci sur la question des signatures aussi. Vaste sujet sur les marqueteries. En tout cas, surtout sur les marqueteries florentines qui ont donné, qui ont commencé à être signées au tout début du XXe siècle. Et bon, ça donne lieu à tout un tas de questions. Et c'est un peu... notamment quand ces objets arrivent sur le marché de l'art et que du coup... une valeur marchande leur attribuée, et puis c'est très facile d'ajouter une signature aussi sur ce type de panneau, et ça s'est fait et ça se fera encore. Pour les productions touristiques, alors moi je commence à peine à aborder cette littérature autour du tourist art par surtout des anthropologues. Je suis pas encore sûre vraiment qu'on puisse qualifier la production aujourd'hui de cette manière-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, la production, que ce soit à Agra, à Florence, est quand même beaucoup destinée à un tourisme étranger. Là, comme ça, j'ai pas vraiment d'idée d'une réception locale de ces objets, ou du moins, si c'est probablement le cas un peu plus à Agra, ou peut-être le tourisme... domestique, qu'on appelle ça, interne, quoi, est peut-être plus important qu'en Italie, où notamment l'exemple qui me vient en tête, c'est des décors en marqueterie qui sont appliqués sur des temples hindous en marbre, ce qui est aussi assez récent, en tout cas sous cette forme-là. Et puis, les marqueteries qui sont produites à Agra sont quand même plus accessibles pour tout un tas de raisons en termes économiques. Donc je pense que oui, il y a peut-être plus de consommation par des nationaux. Oui. Là, comme ça... Merci
merci beaucoup pour cette présentation. J'avais une remarque un petit peu pour rebondir par rapport à la question qui vient d'être posée. Moi, j'ai l'impression... Ça marche, le micro? J'ai l'impression qu'en Inde, il y a la vision de la notion de patrimoine est assez différente de la vision qu'on peut avoir dans le monde occidental, dans le sens où typiquement des monuments vont avoir un usage plus quotidien, et donc il y a une espèce des fois de banalisation un peu du patrimoine, et on le considère moins comme quelque chose qui serait à conserver. Est-ce qu'au niveau de la marqueterie de pierre, ça ne serait pas du coup... s'il y a une appropriation justement par les populations locales comme une forme pas de banalisation de cet artisanat, mais de remise à un niveau moins prestigieux qui irait dans la continuité avec le fait qu'on ait un passage vers un art touristique. C'était une première remarque, et j'avais une question. On a bien vu du coup la stabilité au niveau des motifs. Par contre, au niveau des techniques et des matériaux utilisés, est-ce qu'on retrouve cette même stabilité, ou est-ce qu'il y a justement une évolution peut-être avec le passage à un art plus touristique? Merci. Sur la question du patrimoine, ce qu'il y a, c'est que... Bon, en fait, à ce stade, je ne peux pas dire vraiment grand-chose, enfin, à ce stade de ma recherche. Ce qu'il y a, c'est que cette technique, comme elle est spécifiquement liée à l'architecture moghole et au règne de Shah Jahan, disons que le patrimoine moghol associé à l'islam aujourd'hui en Inde donne lieu à tout un tas de... certaines formes de rejet. Du point de vue pratique, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un patrimoine qui a été beaucoup très endommagé par les différents publics qui l'ont côtoyé. Jusqu'à très récemment, les gens arrachaient en fait les décors marketés. Que ces bâtiments sont pleins de cicatrices, malheureusement. Après, de là à dire... qui s'y identifie plus, si j'ai bien compris. Je ne saurais pas dire. Je ne saurais pas vraiment dire. Et pour la question de la stabilité des motifs, effectivement, je me suis concentrée sur les motifs, parce que ce qui est de plus évident pour l'instant. En termes techniques, c'est tout le débat qu'il y a, mais dont on n'a pas, pour lequel on n'a pas vraiment de preuves. Sur comment la technique se serait transmise, etc. A priori, étant donné comment les artisans indiens ont travaillé tout au long du XXe siècle, d'après les descriptions qu'on en a, et comment ils travaillent aujourd'hui, il n'y a pas vraiment eu de transfert pour une époque antérieure, à mon avis, aux années peut-être 50, 60, où le processus a commencé à se mécaniser. Et ça, j'aimerais bien arriver à en savoir plus, mais encore une fois, ça attendra mon terrain sur place. Mais là, j'aimerais bien savoir comment les machines ont circulé. Parce que c'est un artisanat qui est présenté comme très, très manuel, etc. Mais c'est un discours derrière la façade des ateliers, de ce qu'on en dit. Il y a quand même une mécanisation du processus qui peut aller dans le cas de la marqueterie de pierre que jusqu'à un certain point quand même. Mais là, ces machines, d'où elles viennent, comment les gens se sont formés à travailler dessus, comment ils les utilisent, est-ce qu'on les utilise de la même manière en Inde et en Italie, tout ça, c'est des questions qui devront attendre un petit peu. Oui, et pour les matériaux, quand même tendanciellement, chaque foyer a tendance à employer des matériaux locaux, parce que c'est quand même pour des raisons pratiques et puis économiques. Mais encore une fois, on retrouve certains matériaux, je pense notamment au lapis lazuli ou à la malachite, qui sont des matériaux qui deviennent très connus. Ce qui, moi, me fait poser la question aussi de savoir
ce que l'engouement, par exemple, pour la lithothérapie ces dernières années peut avoir comme impact sur ce type de production. C'est-à-dire que c'est des pierres qui commencent à être quand même très largement connues. Et elles sont employées en marqueterie de manière différente par rapport à avant. C'est-à-dire que ça demanderait un travail plus systématique, mais l'impression que j'en ai, c'est qu'on va commencer à appliquer, comme vous avez vu, du lapis lazuli ou de la malachite sans aucune considération, sans aucun but en tout cas réaliste. Donc là, en l'occurrence, ce motif-là, par exemple, il avait été fabriqué à l'époque moghole dans un souci quand même de rendre un minimum, même si stylisé, de rendre l'idée d'une fleur. Aujourd'hui, on se retrouve avec un motif, mais des matériaux qui n'ont plus grand-chose à voir avec ça. Ce qui n'est pas une critique, hein, c'est juste à remarquer, je pense. Vous avez noté que la marqueterie moghole était essentiellement, quasi exclusivement liée à l'architecture. Est-ce que cela n'explique pas le caractère plus linéaire et plus rythmique des motifs par rapport à la tradition florentine que vous avez montrée ? Probablement. J'allais dire, il y a peut-être une question liée à la... Je ne sais pas si on peut parler. La tradition... voilà. Oui. Et c'est évident que pour le cas de Florence, la figuration a vraiment joué, comme je le disais, ce rôle de moteur, dans le sens où on a cherché à rendre de plus en plus, plus fidèlement possible des objets avec les matériaux. C'est un peu là où un peu le génie des artisans d'arriver à rendre de manière aussi fidèle des objets naturels. En Inde, et c'est là aussi où la comparaison entre les deux est un peu bancale, dans le sens où effectivement, d'un point de vue technique, et encore d'un point de vue technique, il y a des différences. On peut évidemment les englober sous les considérer comme des techniques de marqueterie de pierre. Mais en Inde, je suis pas sûre que que le réalisme comme idéal était vraiment posé comme un idéal. C'était plutôt... La tradition, c'est pas... Le réalisme, c'est occidental. Non, chez les Mongols, si, quand même. Il y a une... Mais... Ah oui, jusqu'au portrait animal. Et peut-être pas pour l'architecture, beaucoup. Alors, je sais pas, mais moi, je pense pas que ce soit une limite... Quand on compare un décor iranien à un décor mongol, on voit la différence en termes de réalisme. Oui. Il y a vraiment plus de réalisme chez les Mongols. Et il y a une volonté qui vient de l'Europe de réalisme, justement. Oui, non, je suis d'accord. Ouais. Mais bon, pour le cas de l'architecture... Mais les enjeux sont différents quand même. Quand on voit entre Occident et Orient au sens large, islam, etc., c'est vrai qu'à un moment on disait tout le temps, en tant qu'occidentaux, oui, la perspective conique, c'est la représentation. Et après, on se rend compte qu'on accepte enfin que d'autres types de représentations sont aussi intéressantes. Et voilà. D'autres cultures, quoi, simplement, c'est des autres. C'est pas, ce que je veux dire, c'est que c'est pas, je pense pas que ce soit une limite de la part des artisans indiens. Ça fait partie de l'esthétique à l'époque. Merci de votre intervention.